mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier la mission laïque de m'avoir invité ce matin à vous parler de la manière dont travaillent nos élèves futurs bilingues en situation d'apprentissage scolaire, de la manière dont ils s'organisent du point de vue cognitif pour penser, apprendre, parler en deux langues, en classe et dans une situation particulière que je décrirai, qui est une situation je rentre tout de suite dans le vif du sujet. En psycholinguistique et dans les sciences cognitives, les travaux qui portent sur l'étude du fonctionnement cognitif des sujets bilingues sont de plus en plus nombreux parce qu'il importe de plus en plus, d'abord parce que le bilinguisme devient un phénomène de plus en plus partagé et qu'il importe en particulier aux décideurs institutionnels, mais aussi aux enseignants, aux parents et même aux élèves. On a un joli Larsen, là. Donc il importe de savoir si l'apprentissage et la maîtrise de deux systèmes linguistiques ont un effet sur le développement cognitif, sur le fonctionnement cognitif de l'élève, et s'il y a un effet, de quelle nature il est. L'ensemble des travaux Alors, l'ensemble des travaux dont on dispose à ce jour montre que les sujets bilingues sont plus performants sur le plan du fonctionnement cognitif que les sujets monolingues. Que le bilinguisme soit acquis dans le milieu familial et très tôt, ou qu'il soit acquis dès le plus jeune âge dans le contexte scolaire. Cette supériorité de performance concerne les fonctions exécutives et le développement de la conscience métalinguistique. Je ne sais pas si vous entendez, mais moi j'entends très mal. Vous entendez très mal aussi? Alors, les fonctions exécutives, qu'est-ce que cela veut dire? Les fonctions exécutives, ce sont les processus qui contrôlent et qui régulent nos activités cognitives, toutes les fois que les situations que nous rencontrons ne peuvent pas être traitées par des automatismes. C'est-à-dire que quand nous rencontrons une situation que les autres... Ah, merci. À la main, ça ira très bien. Donc, les fonctions exécutives, ça va mieux? Non, parfait. Les fonctions exécutives, donc ce qui contrôle notre activité cognitive, chaque fois que dans la situation que nous rencontrons, nous ne pouvons pas faire usage de réponses automatisées. Ces fonctions exécutives, celles qui ont été étudiées, sont au nombre de 4. D'abord, la capacité à maintenir son attention sur un long intervalle de temps et à distribuer son attention sur les informations qu'il faut traiter simultanément. Dans cet aspect-là, les sujets bilingues sont plus performants que les sujets monolingues. Deuxième fonction exécutive, l'inhibition. L'inhibition, c'est-à-dire la capacité à éviter les distracteurs et à éliminer les informations qui sont inutiles pour la tâche dans laquelle on est. Alors ça, c'est une partie de l'inhibition. L'autre partie de l'inhibition, c'est d'empêcher des réponses automatiques de s'installer là où elles n'ont pas leur place. Donc sur l'inhibition, là aussi, les sujets bilingues sont plus performants que les monolingues. Le troisième point, c'est la mise à jour des informations en mémoire de travail. C'est-à-dire la suppression des informations dont on n'a plus besoin, qui ne sont plus pertinentes pour les besoins de la tâche dans laquelle on est, et leur remplacement par des informations nouvelles qui sont nécessaires à la poursuite de la tâche. Donc la mise à jour. Et la flexibilité cognitive, ou ce qu'on appelle aussi le shifting, c'est-à-dire la capacité de modifier ces représentations au fur et à mesure que la situation avance, de changer de stratégie en fonction de l'évolution de la tâche en cours, en fonction des résultats qu'on obtient, des erreurs qu'on a faites ou des transformations de la situation elle-même. Sur ces 4 aspects, les sujets bilingues sont donc plus performants que les sujets monolingues. Ils sont plus performants aussi sur les aspects métalinguistiques. C'est-à-dire que les enfants bilingues sont sensibles, plutôt que les enfants monolingues,
à deux choses. D'abord au caractère arbitraire du lien entre le signifiant et le signifié. Et de ce fait, ils ont accès plutôt au concept. C'est-à-dire qu'ils font l'expérience de la relative autonomie du concept par rapport au mot, hein, puisqu'il peut se dire en l'une et en l'autre ou en d'autres langues. Ils développent également une meilleure conscience phonologique et une plus grande conscience syntaxique, ce qui, quand ils sont jeunes, favorise l'apprentissage de la lecture et tout au long de la vie favorise la capacité à apprendre d'autres langues. Et la jeune fille qui était là il y a 2 jours, Sophia Denoun, si je me rappelle bien son nom, confirmait cet aspect, c'est-à-dire disant j'ai pu apprendre 6 langues. Donc, ces études qui ont abouti à ces résultats liminaires que je viens de présenter ont porté sur la comparaison entre des sujets monolingues et des sujets bilingues, confrontés en laboratoire à des tâches standardisées qui visaient chacune un aspect du fonctionnement cognitif. L'étude que je vais vous présenter maintenant s'inscrit dans un autre ensemble de travaux, qui est un ensemble encore assez réduit, et qui porte sur l'évaluation des apprentissages scolaires en situation bilingue d'immersion, les langues intervenant dans des disciplines non linguistiques, et les disciplines non linguistiques étant conçues à la fois comme un terrain qui favorise l'usage et l'expression de la langue seconde, et aussi comme un ensemble de contenus qui peut bénéficier de la flexibilité introduite par le travail bilingue. Donc ces travaux, qui sont encore très peu nombreux, sur la double rencontre entre d'une part une langue et des disciplines et d'autre part plusieurs langues d'enseignement. Ces travaux donc commencent à se développer et ils seront certainement riches de propositions sur les conditions de réussite de l'enseignement bilingue. Donc l'étude que je vous présente était une commande institutionnelle de l'administration de la Vallée d'Aoste à travers son institut de recherche, son institut régional de recherche éducative. Et elle était destinée, cette étude, à faire le point, après 20 ans de fonctionnement de l'école maternelle bilingue, et respectivement 17 et 15 ans de fonctionnement de l'école primaire et du collège bilingue, à faire le point donc sur l'état des élèves et la manière dont les élèves travaillent en situation bilingue. Dans ces situations d'enseignement, le temps est partagé à égalité entre l'italien et le français. Et ce temps partagé à égalité est assumé soit en maternelle toujours par le même enseignant, puisque les enseignants sont obligatoirement bilingues dans cette région, et à l'école élémentaire, soit par le même enseignant, soit par 2 enseignants différents, au collège, la plupart du temps par 2 enseignants différents. Donc cette étude a porté successivement sur la dernière année de l'école maternelle, la dernière année du collège, donc je dis bien successivement, c'est-à-dire que le collège a été étudié avant l'école primaire, et ensuite la dernière année de l'école primaire. À l'école maternelle, il s'agissait de décrire le bilinguisme des enfants de 5 ans, scolarisés depuis 2 ans en situation bilingue, et tel qu'il se manifeste, ce bilinguisme, dans les diverses activités de la vie scolaire ordinaire, quotidienne. Donc il ne s'agissait pas de dégager un modèle général de la compétence des jeunes enfants français, etc., mais de décrire leur comportement langagier dans les tâches scolaires, marquées par une attente pédagogique qui était relative à l'utilisation du français. Autrement dit, on n'a pas abordé le français comme une matière scolaire spécifique dont on chercherait à évaluer la maîtrise, mais on a cherché à le décrire comme un ensemble d'outils disponibles dans le répertoire verbal des élèves et dans un contexte donc déterminé par les tâches scolaires. À l'école primaire, il s'agissait d'explorer comment les élèves, c'est le titre de ce matin, pensent et travaillent en 2 langues. C'est-à-dire, est-ce que les outils cognitifs, est-ce que le fonctionnement logique qu'ils mobilisent quand ils travaillent dans leur langue maternelle est également disponible et de la même façon lorsqu'ils travaillent en langue seconde. Et la même question s'est posée pour le collège. Je note simplement, pour
qu'on soit bien clair sur les aspects de résultats, hein, qu'il ne s'agit donc pas dans ces études d'opposer le fonctionnement cognitif des bilingues à celui des monolingues, mais il s'agit d'étudier des sujets bilingues sur les mêmes tâches scolaires présentées dans les deux langues. Est-ce qu'ils fonctionnent de la même façon dans les deux langues? Est-ce qu'ils résolvent les tâches scolaires de la même façon dans les deux langues, au même niveau d'efficacité dans les deux langues? J'ai oublié de vous passer quelques diapos. Donc voilà, tout ça était bon, non, on peut revenir en arrière. Oh là là, comment on fait pour revenir en arrière? Encore un petit peu. Voilà. C'est bon, la suivante. Merci. Donc, je vous parle d'abord des résultats relatifs à l'école maternelle. Le contexte, donc, dans cette région, depuis 1976, l'enseignement se fait pour la moitié du temps en italien, pour la moitié du temps en français. Ce ne sont pas les activités qui déterminent la langue. Il n'y a pas une langue associée à un ensemble d'activités. C'est la place de l'activité dans la journée qui fait qu'elle est conduite dans une langue ou dans une autre. Une demi-journée en français, une demi-journée en italien. Et de ce fait, toutes les activités sont conduites alternativement dans les deux langues. Je vous l'ai dit, en règle générale, les enseignants sont eux-mêmes bilingues. Et donc, il existe des dispositifs pour instituer la règle parler en français, différents selon les écoles, et qui vont de l'utilisation d'une marotte qui ne parle que le français, à l'introduction de l'activité par un petit rituel, une chanson, une comptine, etc., ou même à l'attribution d'un espace spécifique à la langue française, où on se déplace pour parler français. Et ça rencontre un certain succès que nous avons pu mesurer en enregistrant ce que les enfants disaient quand ils se déplaçaient d'un espace à un autre, quand ils se rendaient dans la pièce du français, comme cette petite fille qui disait « Andiamo », donc elle parle de la pièce où on parle l'italien, hein, elle dit « Andiamo a giocare » à la maison de la poupée. C'est-à-dire qu'elle fait elle-même hein, le switching en se déplaçant dans l'espace. Le dispositif de la recherche, 6 écoles maternelles, donc je passe très rapidement sur la manière dont elles ont été choisies. En tout cas, elles sont représentatives de l'ensemble de la population. Une des conditions expérimentales était que les enseignantes de ces écoles soient présentes depuis 3 ans dans l'école, c'est-à-dire qu'elles aient eu le temps de mettre en place un enseignement un peu régulier et suivi auprès des enfants. La méthodologie, on a fait un recueil de données par enregistrement direct, 1 jour et demi dans chacune des classes, en plaçant les enfants dans des situations d'interaction variées, naturelles, ordinaires, dans le cadre du déroulement de la classe. Donc une approche conversationnelle pour aborder les compétences en français, comme je l'ai dit au début, non pas pour elles-mêmes, mais comme partie intégrante d'un répertoire verbal plus général que l'enfant utilise hein, pour dialoguer, pour entrer en contact, en communication avec son interlocuteur. Ce répertoire verbal, il est constitué par sa langue maternelle, par la langue française, par les connaissances dont il dispose en langue française, et aussi en dialecte, puisque la plupart des enfants dans ces écoles maternelles sont trilingues, ils parlent aussi un dialecte. Et ça signifie que l'utilisation d'un mot italien ou d'un mot de dialecte dans un énoncé en français n'est pas considérée comme un échec ou comme une erreur, hein, mais comme la mise en œuvre d'une stratégie générale qui vise à exploiter la totalité du répertoire verbal de l'enfant de cet âge. Donc la recherche s'organise autour de 2 questions. Comment les enfants gèrent-ils leur répertoire verbal, trilingue ou bilingue? Et deuxième question, quelles sont les relations entre les attitudes pédagogiques des enseignantes et le comportement langagier des élèves? Cette question ne faisait pas partie de notre protocole initial de recherche et elle s'est imposée dans la mesure où nous avons constaté, comme d'autres l'ont constaté bien avant nous dans les recherches sur le développement du langage à l'école maternelle, que les productions des élèves dépendent de façon considérable de la manière dont les enseignants s'adressent à eux. Alors, quels sont les principaux résultats?
D'abord, tous les enfants de 5 ans sont capables de tenir leur rôle d'interlocuteur dans différents types de conversations en français. C'est-à-dire qu'ils sont capables de maintenir le contact avec l'interlocuteur, de se faire comprendre avec lui, de coopérer, de collaborer pour produire du sens, pour avancer dans la conversation. Et cette compétence s'accompagne chez beaucoup d'élèves, chez beaucoup et presque la majorité des élèves, d'une autre compétence que nous avons appelée savoir solliciter, c'est-à-dire un processus dynamique de recherche, d'apprentissage dans la langue, d'acquisition de savoir nouveau en français, qui se traduit par des questions comme « je me rappelle plus »,« comment ça se dit », etc. C'est-à-dire une intervention méta sur ce que l'élève est en train de dire pour contrôler ce qu'il est en train de dire. Chez tous les élèves, la compréhension est à un niveau élevé, c'est-à-dire tout à fait ordinaire, équivalent à celui qu'il est en langue maternelle. Et la production, et c'est là qu'interviennent les enseignants, la production dépend très fortement de la manière dont les enseignants organisent la tâche. Selon que les interventions de l'enseignant se limitent à des questions fermées ou, à l'opposé, invitent les élèves à faire le lien entre ce qu'ils voient, ce qu'ils décrivent, les objets sur lesquels ils parlent et ce qu'ils connaissent. Alors, dans le premier cas, on a évidemment des réponses qui se réduisent à un mot ou à quelques mots. Et dans le second cas, on a très rapidement des conversations qui échappent d'ailleurs quelquefois au sujet initial, au propos initial, à la stricte intention didactique qui était celle de l'enseignant, et qui entraînent les élèves dans toutes sortes d'associations dans lesquelles ils sont amenés à produire des énoncés longs, des énoncés complexes, etc. Ils recourent parfois à leur langue maternelle ou à un dialecte ou à un patois pour assurer la compréhension, puis ils continuent à parler en français. Autrement dit, on observe dans cette situation une production, dans cette situation d'ouverture de la parole, une production tout à fait variée et tout à fait complexe en langue française à 5 ans. Les enseignants de ces classes sont en général très attentifs à la dimension phonologique, c'est-à-dire ils opèrent eux-mêmes beaucoup de corrections phonologiques, ce qui conduit les élèves aussi à des attitudes de contrôle, d'autocontrôle phonologique. Ils se corrigent, ils s'auto-corrigent. Il fait froid, il fait froid. Beaucoup d'élèves sont capables de faire ces autocorrections. Je vais passer ça parce que, comme il faut que j'aille vite, j'avais des exemples de conversations, mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors, cette conscience phonologique aiguë, elle est attestée à l'extérieur par d'autres travaux de recherche, et en particulier quelqu'un que je citerai beaucoup ce matin, qui est Hélène Bagel-Stock, qui a montré chez les jeunes bilingues un niveau de conscience phonologique plus élevé que chez les monolingues, ce qui permet, dit-elle, une meilleure entrée dans l'apprentissage de la lecture. Autre résultat, les élèves ne se contentent pas de communiquer, mais en cours de communication, et même si la communication est réussie, ils ont tendance très fortement à contrôler ce qu'ils disent. Alors, je vous donne un exemple. C'est plus facile avec un exemple qu'en le disant d'une façon générale. Au cours d'un jeu de loto, donc vous savez comment sont les lotos, on distribue des cartes, les élèves ont des images sur leurs cartes et puis on cherche qui a l'image dont on parle. Donc un élève demande qui a un navire. En fait, sur la carte, c'est un petit bateau qui a un navire. Alors celui qui a l'image, évidemment, il comprend, il récupère sa carte, le jeu continue, etc. Mais une fois le jeu terminé, l'enfant qui a dit qui a un navire s'approche de l'une des enquêtrices et demande « qu'est-ce que c'est ça ?» Autrement dit, en montrant l'image du bateau, autrement dit, il a conscience que le calque italien navire, c'était bien quelque chose qui était efficace dans la communication, mais c'est en même temps, une fois la communication en urgence terminée et réussie, il va s'enquérir du nom réel de l'objet. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent
chez les jeunes enfants, en tout cas dans ceux que nous avons observés dans cette étude. Donc, ça montre que les élèves ont conscience de mettre en place 2 répertoires verbaux, 2 répertoires linguistiques pour désigner les mêmes choses. Ils ont conscience que le même objet se nomme d'une façon différente dans chacune des langues et qu'il ne s'agit pas simplement d'essayer de passer facilement d'une langue à une autre. Je vais avancer rapidement. Donc, j'avais prévu quelques diapositives qui renvoient à des recherches qui confirment les mêmes choses. On va passer rapidement pour avoir le temps d'aller au bout. Alors, je vous parle maintenant du collège. Voilà. Donc, la deuxième partie de l'étude, qui a été menée 2 ans après, a porté sur le collège. Donc, on est dans une situation qui est à peu près la même du point de vue du contexte, un enseignement bilingue, mi-temps en français, toutes les disciplines non linguistiques sont enseignées dans les 2 langues, et la langue française fait l'objet, comme la langue maternelle, d'heures spécifiques d'enseignement. Le dispositif, donc, c'est une enquête de population, c'est-à-dire que l'enquête a porté sur l'ensemble de la population des élèves des classes de 3e année de l'école moyenne. Elle a comporté alors 9 épreuves, des tâches scolaires, et pour chaque épreuve, une version en langue italienne, une version en langue française, avec évidemment des tâches différentes, des tâches qui sont à parier du point de vue de la langue, de la difficulté de la langue, du point de vue des opérations cognitives qui sont sollicitées, etc. On a même testé l'effet de la langue de la consigne, c'est-à-dire est-ce que les consignes qui sont données en langue maternelle sont mieux comprises et mieux exécutées que les consignes qui sont données en langue seconde, et on n'a pas trouvé d'effet particulier de la langue de la consigne, c'est-à-dire qu'une fois que la variable difficulté de la langue est neutralisée sur chacune des consignes, aussi bien en langue maternelle qu'en langue française, en fait, après, c'est le travail de représentation qui engage l'élève dans la tâche, et la consigne est comprise et réussie de la même façon. Alors, quels sont les principaux résultats ? Voilà. Alors, d'abord, un résultat général qui est que les outils cognitifs et les processus exécutifs que les élèves mobilisent quand ils travaillent dans leur langue maternelle sont aussi mobilisés quand ils travaillent en langue 2. Et le résultat, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en langue 2, ils sont souvent utilisés et mobilisés au meilleur niveau. C'est-à-dire que toutes les fois qu'une épreuve sollicite une opération cognitive un peu compliquée ou un peu, qu'il faut contrôler, eh bien, la réussite est meilleure en langue seconde qu'en langue maternelle. Dans notre étude, on a 82% des élèves qui réussissent mieux les tâches logiques en langue seconde qu'en langue maternelle. Comment explique-t-on cela ? On fait l'hypothèse que la langue seconde fonctionne pour une très grande majorité d'élèves comme un tuteur de l'attention, comme une alerte, comme quelque chose qui va potentialiser l'attention et du coup potentialiser aussi tout ce qui dépend de l'attention, c'est-à-dire la conceptualisation, le raisonnement. Donc les outils cognitifs, on voit mieux, je vais essayer de le dire autrement, on voit mieux la présence des outils cognitifs chez les élèves quand ils travaillent en langue seconde que quand ils travaillent en langue maternelle. La langue maternelle les engage vers une attitude, on va dire, de compréhension immédiate, d'examen un peu approximatif des tâches, des énoncés, des situations, alors que la langue seconde, qui est moins familière, exige d'eux une attention plus précise aux énoncés, plus précise au support, etc. Et donc va les rendre plus performants cognitivement que ne les rend le travail en langue maternelle. Encore avant un petit peu. Voilà. Deuxième aspect, donc ça c'était de façon générale. Le tri de l'information est meilleur
en langue seconde qu'en langue maternelle, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'en langue maternelle, les enfants lisent et comprennent, et en langue seconde, les enfants cherchent à comprendre. Et là, on a deux attitudes qui sont totalement différentes, c'est-à-dire qu'en langue seconde, on voit les élèves, on a fait des mesures ensuite sur des petits groupes d'élèves, par exemple de mouvements oculaires dans les deux langues. On voit donc les élèves s'arrêter, chercher, revenir en arrière, alors qu'en langue maternelle, on voit les élèves, on voit la poursuite de la lecture, c'est-à-dire la lecture, c'est lire, c'est avancer dans le texte, hein. Comprendre, c'est globaliser des significations, faire des synthèses à mesure, ça se fait bien en langue maternelle. Et en revanche, en langue seconde, sur la même tâche, les élèves s'arrêtent, ils recherchent une information précise, ils s'arrêtent, ils vérifient sa congruence avec la question posée, ils cherchent à extraire de l'information, donc ils analysent plus, ils interprètent davantage avant de prendre des décisions. Donc le fait de travailler en langue seconde oblige, parce que la langue est moins immédiate, à une lecture plus attentive, à un tri, une sélection de l'information plus attentive. Les élèves inspectent mieux les textes, c'est-à-dire finalement ils les comprennent mieux et ils les utilisent mieux. Alors ces résultats sont confirmés par toutes sortes d'études expérimentales, dont voici quelques-unes. D'abord, l'équipe de Colzatto, il y a quelques années, qui montre que l'apprentissage de deux langues conduit à une amélioration de la sélection des informations pertinentes. L'équipe de Poulain-Dubois, plus récemment encore, dans une étude qui porte sur l'attention chez l'enfant, montre que les jeunes bilingues surpassent les enfants monolingues dans les tâches qui nécessitent davantage de contrôle de l'attention. Et puis, les études de Costa et Hartzucker qui montrent que les enfants bilingues qui doivent contrôler donc l'activation de langues ont des processus attentionnels de haut niveau plutôt que les enfants monolingues. Autre résultat au collège, j'y arrive pas. Bon, autre résultat au collège, ça finira peut-être par venir, voilà. C'était avant. Je vous le dis comme ça. Donc, dans les deux langues, les élèves sont capables de travailler avec des concepts, de les analyser, de les construire, mais là encore, la performance est meilleure en langue seconde. Pourquoi elle est meilleure en langue seconde? Parce que, en particulier, par exemple, dans les épreuves de définition, en langue maternelle, les élèves se contentent souvent de la définition par l'exemple. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit on avait à choisir des énoncés autour de qu'est-ce que c'est que l'ombre. Donc, ils avaient plusieurs définitions. Quelle est la bonne définition? Quelle est la définition de l'ombre? Si tu devais définir l'ombre, quel énoncé choisirais-tu? Et la même chose pour avalanche, qui venait d'être deux concepts étudiés dans les sciences de la vie et de la terre d'un côté, des deux côtés d'ailleurs, et en physique pour l'ombre par ses élèves. Donc, si tu devais définir l'ombre et l'avalanche, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, pour l'ombre, la question posée en langue maternelle, plus de 80% choisissent les arbres font de l'ombre. Et pour la question sur l'avalanche posée en langue seconde, plus de 80% des élèves choisissent la définition technique de l'avalanche. Donc il y a, vous voyez, il y a une espèce d'effet de la langue maternelle qui consiste à inciter les élèves à travailler au niveau le plus bas de compréhension, enfin le plus bas, disons à un niveau, à un bas niveau, je vais dire comme ça quand même, à un bas niveau de compréhension, alors que la langue seconde conduit les élèves à travailler au meilleur niveau. Alors ça aussi, c'est confirmé expérimentalement, mais je vais avancer pour vous parler rapidement des résultats qui sont à peu près les mêmes. Oui, j'ajoute quelque chose sur le collège. Une dernière chose que nous avons essayé, enfin, parmi ce que nous avons mesuré, nous avons essayé de mesurer la capacité des élèves à se saisir des aides. C'est-à-dire, quand on apporte une langue à un élève,
en langue maternelle ou en langue seconde? Sont-ils capables de se saisir de cette aide et le font-ils de la même façon dans les deux langues? Alors, ce que nous avons remarqué, c'est deux choses. C'est d'abord que l'aide en langue maternelle est mieux prise que l'aide en langue seconde. C'est-à-dire que quand une tâche est difficile cognitivement, eh bien, le fait d'avoir une aide en langue maternelle décharge d'une partie du travail cognitif, d'une partie de la charge cognitive, et donc amène les élèves à travailler mieux, que ce soit d'ailleurs après en langue maternelle ou en langue seconde. En revanche, ce que nous avons constaté, c'est que l'effet des aides se différencie selon la nature de l'aide. Et très curieusement, les aides, donc là il y a d'autres travaux expérimentaux qui le montrent en sciences de l'éducation chez d'autres personnes, l'effet de l'aide, selon que l'aide apporte, disons, une aide directe, c'est-à-dire une aide à la production directe de la réponse, ou une aide méthodologique, c'est-à-dire une aide qui permet à l'élève de réfléchir sur ce qu'est la tâche et sur l'organisation de la tâche et sur ce qu'il a fait lui-même. Eh bien, les aides de second niveau, c'est-à-dire celles que je viens de décrire, celles qui invitent les élèves qui offrent aux élèves des outils de contrôle pour contrôler leur raisonnement, leur procédure, leur stratégie, ces aides-là sont plus efficaces, quelle que soit la langue, que les aides qui consistent simplement à faire réussir. Je passe maintenant rapidement à la fin de l'école primaire. On va avancer. Donc ça, c'est toutes les confirmations théoriques et voilà les aides. Oh, c'est très en avance. Je ne sais plus où on en est. Je ne dois pas être très très douée pour ce genre de... Bon, alors, la fin de l'école primaire, je ne sais pas où on est. Alors, le contexte, même chose, hein, je vous l'ai dit, un enseignement bilingue, mi-temps en français, la plupart du temps assuré par le même enseignant, toutes les disciplines non linguistiques enseignées dans les deux langues. Le dispositif, on a fait une enquête sur 81% en fait, de la population des élèves de dernière année primaire, avec... c'est quand même mieux si on le a sous les yeux, avec 15 épreuves dans chaque langue. Bon. Donc, après, bon, tout le dispositif est évidemment contrôlé. Donc 15 épreuves dans chaque langue, passées alternativement dans une langue et dans une autre, avec un appariement des épreuves, etc. Alors, les principaux résultats. D'abord, ils sont conformes à ce qu'on sait du fonctionnement cognitif général des élèves de cet âge-là. C'est-à-dire quand il s'agit de trier de l'information, quand il s'agit de hiérarchiser, de faire des synthèses, les épreuves sont peu réussies, quelle que soit la langue. Il nous semble que dans ces épreuves-là, les enseignants avec lesquels nous avons travaillé pour la fabrication des épreuves ont visé un peu haut par rapport à ce qu'ils pouvaient éventuellement savoir ou attendre de leurs élèves. Enfin bref, si les élèves se repèrent bien dans la lecture de repérage, s'ils organisent bien l'information quand il s'agit de lecture de repérage, en revanche, dès qu'il s'agit de lecture un petit peu plus compliquée, ça devient difficile. Pour le reste, tout ce qui a été montré au collège est aussi valable pour l'école élémentaire, c'est-à-dire priorité à la langue seconde pour toutes les opérations cognitives de haut niveau. Alors, je vais conclure rapidement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces travaux en une minute? La première chose qu'il faut remarquer, c'est que la ligne de séparation que les résultats expérimentaux tracent entre les élèves bilingues et les élèves monolingues passe chez nos élèves bilingues à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire, elles se retrouvent à l'intérieur du bilingue en fonction des tâches qu'ils traitent
et de la langue dans laquelle ils les traitent. Quand un résultat expérimental nous dit que le bilingue est meilleur que le monolingue pour un point particulier, eh bien, chez le bilingue, ça se manifeste entre l'usage de la langue maternelle et l'usage de la langue seconde. Donc, comme dans les travaux expérimentaux, le bilingue est plus performant que le sujet monolingue sur tout ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire sur les contrôles exécutifs. Et le travail en langue seconde met donc en évidence un meilleur niveau de contrôle des élèves qu'ils ne mettent pas toujours en œuvre dans leur langue maternelle. Le deuxième point, et ce sera ma toute dernière conclusion, le deuxième point, c'est que pour que l'apprentissage en immersion développe au mieux les compétences cognitives des élèves, eh bien, il appartient à l'enseignant de solliciter dans la langue maternelle le même niveau de compétences, c'est-à-dire le même type de travail cognitif que celui que les élèves font quand ils sont obligés de le faire en langue seconde. Et cette exigence, c'est une espèce de renversement, c'est-à-dire que l'exigence va porter davantage sur la langue maternelle, quand il s'agit bien sûr du fonctionnement cognitif, et va porter davantage sur la langue maternelle, sur la mise en place de situations qui obligent à porter une attention métalangagière, métacognitive, à être attentif à la rigueur du texte, aux articulations syntaxiques, aux articulations textuelles, aux concepts, aux consignes aussi. C'est ce travail-là sur la langue maternelle qui va permettre aux élèves de travailler à leur meilleur niveau dans les deux langues. Je vous remercie de votre attention.